Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée à l'avenir de l'investissement immobilier et plus particulièrement à la donnée qui peut être un outil d'aide à la décision très puissant. Donc je m'appelle Timothée Odoli, je suis responsable de transactions chez Foxstone et je voudrais commencer pour illustrer un petit peu l'importance de la donnée dans une décision, dans un processus de décision, par une petite histoire qui se passe lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc au début des années 40, on a la Royal Air Force qui souhaite améliorer le taux de retour de ces bombardiers qui sont partis sur les zones d'attaque allemandes. Et pour ne pas alourdir les avions et conserver leur capacité à transporter des bombes, les ingénieurs américains décident d'observer où se trouvent les impacts de balles sur les avions et de renforcer le blindage à ces endroits. Donc, après une courte période de tests, ils remarquent que finalement, il n'y a pas plus d'avions qui reviennent. Il y a même un taux de retour d'avions qui est beaucoup plus faible. C'est là qu'intervient un mathématicien du nom de Abraham Wald qui leur explique que finalement les avions qui reviennent, ce sont les avions qui ont été touchés aux endroits qui sont les moins sensibles, sur le bout des ailes et sur l'arrière du carénage. Il aurait en fait fallu renforcer les endroits où il n'y avait pas d'impact de balle. Donc on appelle cela le biais du survivant, c'est-à-dire qu'on analyse une population de données qui est incomplète et qui nous fait prendre des décisions qui ne sont pas adéquates des mauvais choix d'investissement. Donc, cette histoire illustre le fait que la donnée brute n'a pas vraiment de valeur. Aujourd'hui, avec l'avènement du big data depuis maintenant 10 ans, la donnée est partout dans notre quotidien. Ce qui compte, c'est arriver à en capter un maximum, arriver à la traiter correctement et à l'utiliser intelligemment pour prendre les meilleures décisions d'investissement. Donc, pour parler de ça aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 3 experts immobiliers. Donc, tout d'abord Amin Hamdani. Donc, Amin commence sa carrière à Dubaï, puis revient ensuite en Suisse pour diriger le service Capital Market de CBRE avant de prendre la décision et devenir directeur exécutif. Donc, CBRE, c'est le premier fournisseur de services immobiliers dans le monde. Donc, ils ont fait plus de 1,6 milliard de transactions, enfin supervisé plus d'1,6 milliard de transactions l'année passée. J'ai à sa gauche Harrison Min. Méhan, pardon. Harrison Méhan. Donc Harrison, tu commences tes études au Canada, ensuite tu reviens en Suisse pour occuper différents postes de CEO. Et puis tu es directeur stratégique de Swissrock depuis 3 ans maintenant. Donc Swissrock, c'est une entreprise avant-gardiste qui a une vision 360 du marché immobilier, de la construction à l'asset management et qui maîtrise toute la chaîne de valeur. Et enfin, tout à droite, vous voyez Dan Amar. Donc Dan Amar, CEO et fondateur de Foxstone, la plateforme de crowdfunding immobilier suisse. Donc Dan fait ses études à Genève, il part ensuite en Allemagne et aux États-Unis pour travailler dans des fonds d'investissement. Et il revient en 2016 en Suisse où il fonde Foxstone dans le but de démocratiser l'investissement participatif et de digitaliser l'ensemble du processus d'achat. Donc merci à tous les 3 d'être présents aujourd'hui. Et donc je vais venir m'asseoir avec vous. Merci. Et donc je voudrais commencer cette discussion sur le fait que l'accès à la data a beaucoup évolué ces dernières années. Je voulais savoir, dans vos différentes carrières, comment cela a changé la manière d'appréhender l'investissement immobilier. Tu veux que je me lance? Allez. Premier postulat, je pense qu'on le sache, qu'on le voit, qu'on le comprenne ou pas, on est bombardé de data toute la journée, tous les jours, constamment, en permanence. On est dans un monde qui est de plus en plus connecté, qui est d'ailleurs même de plus en plus interconnecté, si on veut pousser ça en cran plus loin, qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus compliqué à comprendre et qui est de plus en plus complexe. Postulat un petit peu de base. Donc on a tendance à dire parfois que plus on a de data, mieux on se porte, mais j'aime bien challenger un petit peu ce postulat, parce que c'est pas forcément le cas. Il faut qu'on comprenne cette data, il faut que de notre côté, on puisse l'agréger, la segmenter, la digérer. On est des humains, hein, avant tout. Et cette intellectualité ou cette compréhension humaine, elle est très importante lorsqu'on commence à parler de la data. On va peut-être s'orienter tout à l'heure dans la discussion autour d'axes plus liés à la prédiction et puis des éléments de data qui nous dépassent, même nous en tant qu'humains. Mais lorsqu'on commence à parler du sujet de l'investissement et surtout de la décision qui mène à l'investissement immobilier, il faut qu'on commence avec nous, humains, je dirais, au centre. Donc c'est un petit peu dans cette logique-là que j'aime toujours me référer à une citation qui a été dite il y a peut-être 15-20 ans en arrière. Je crois que c'était 2006. Le Chief Data Officer de Tesco qui disait « Data is the new oil ». Donc la donnée est le nouveau pétrole, pétrole dans son sens brut.
Je crois que c'est quelque chose qui tient vraiment la route aujourd'hui quand on sait que les prix du pétrole sont en train de flamber. Mais ça illustre bien le fait que la data, même dans son état brut, a une certaine valeur intrinsèque. Mais c'est quand on commence à la raffiner, quand on commence à la travailler, qu'elle prend encore plus de valeur, qu'elle devient plus précieuse. Et je pense que le parallèle qui peut être tiré entre justement cette oil dans son état brut, qui devient traité et raffiné, c'est un petit peu ce qu'il faut faire avec le monde de la data aujourd'hui. Les acteurs qui collaborent avec cette data, parce qu'on ne peut pas aller traiter de la data tout seul dans son coin, ça ne sert strictement à rien. Il faut le faire dans une approche collaborative. Il faut qu'on repense un petit peu les mindsets et puis la façon de travailler sur cette data. Et ça, c'est un sacré challenge, parce qu'il y a des éléments de change management qui viennent là autour. Il y a des pratiques qui sont bouleversées. Il y a des acteurs qui doivent être mis autour de la table. Et parfois, il faut qu'on repense un petit peu les acquis. Donc tout ça pour dire que la data, c'est bien, mais il faut savoir la traiter. Il faut savoir la segmenter, il faut savoir la comprendre et surtout, il faut savoir là où on veut aller avec notre data, que ce soit dans une logique d'investissement, dans une logique constructive pour nous, ou tout autre ressort qui se rattache justement à cette philosophie, si on veut l'appeler comme ça, ou ce zèle de la data. Oui, Amine, vous avez beaucoup de data chez CBRE. Justement, est-ce que cette data, vous êtes beaucoup plus précis et vous en servez tout le temps sur toutes les transactions, ou est-ce que parfois, avec seulement quelques data, vous arrivez à déterminer la valeur des biens? Très bien. Merci pour l'introduction et merci à l'audience d'être là et à Foxton de m'inviter pour ce petit panel. J'ai bien entendu ce qu'a dit Harrison et c'est très intéressant. Nous, au sein de CBRE, et tu posais la question par rapport à la carrière ou ce que j'ai pu voir en termes de data, on a une approche beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus pragmatique de la data, un peu moins peut-être théorique ou in sync avec ce qu'on voit aujourd'hui dans la technologie. Pour nous, la data, c'est ce qui se passe réellement sur le terrain tous les jours. Okay, quand je discute avec mes collègues, j'en vois quelques-uns d'expertise de CBRE et qu'on parle de l'évaluation d'un immeuble, oui, on parle de data, on parle de statistiques, on parle de ce qu'on trouve comme information disponible, que ce soit sur Internet ou de l'Office des statistiques ou autre, mais surtout ce qui est important pour nous, c'est ce qui se passe sur le terrain, des vraies valeurs de transaction. Tel immeuble dans telle rue, à combien il a été vendu? Est-ce que c'était un immeuble qui était loué, pas loué, vacant, vétuste, pas vétuste? C'est ça pour nous la vraie data, c'est aussi un petit peu l'expérience en fait. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, en Suisse, on n'est pas dans un marché qui est totalement transparent, malheureusement. Ou dans certains cantons, beaucoup plus transparent que d'autres. Donc la question de la data, on ne peut pas y répondre, dans notre secteur du moins, de manière linéaire et dire c'est comme ça. C'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'entre-temps, avant d'arriver à quelque chose, un modèle qui soit un peu plus, comment dirais-je, pas simple, mais peut-être plus parfait, plus théorique, etc. Pour l'instant, pour nous, la data, c'est vraiment ce qui se passe on the ground. Et tu posais la question de la confrontation par rapport à la carrière. Donc, comme tu l'as souligné, moi, j'ai commencé ma carrière après l'école hôtelière de Lausanne à Dubaï. Et à l'époque, c'était déjà au sein de CBRE et en expertise. Et puis, en expertise, en évaluant des hôtels, on est très vite confronté aux besoins d'information. Et surtout, à l'époque, Dubaï était un peu en grande croissance. Et puis, d'un jour à l'autre, il fallait tout à coup évaluer des terrains en residual land valuation parce qu'on planifiait de faire 30 000 chambres d'hôtel dans le désert. Et il fallait de la data. Et la data, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. À part des dunes, il n'y avait pas grand-chose. C'est comme ça. Et tu es très vite confronté, bien évidemment, à l'importance de l'information, parce que c'est bien évidemment un outil de décision. Mais j'ai envie de dire, l'information et la data, oui, c'est important. Mais parfois, c'est aussi pour certains acteurs, selon les centres d'intérêt de chacun, ça peut être intéressant, même important, de ne pas avoir de data. Parce que c'est là où il y a le plus de delta en termes de volume, de gains ou de pertes, j'ai envie de dire, ou de risques transactionnels, par exemple. Il y a des acteurs privés qui sont contents qu'il n'y ait pas de data parfois et que ça soit un petit peu opaque dans certains marchés. Parce que c'est là où ils peuvent, entre guillemets, mieux gagner leur vie ou faire ce qu'on pourrait appeler des deals plus intéressants. Mais donc ça dépend de quel côté on se place. Est-ce qu'on se place du côté investisseur privé, investisseur institutionnel, du côté public, du côté privé? L'intérêt à la data peut être différent. Ouais, toi, Dan, qui est un petit peu entre l'institutionnel et le particulier, puisque Foxton se place du côté des particuliers, mais a une vue institutionnelle, comment est-ce que tu approches la data? Quel processus tu as mis en place chez Foxton pour avoir toute cette data et l'utiliser au mieux? Alors, dans le prolongement de ce que dit Amine,
Foxtone a une autre vue sur la data. En fait, la data, elle est très importante, elle a toujours été là. C'est juste que grâce à l'évolution des technologies, entre autres, on peut la capter. On la capte de mieux en mieux et on peut l'analyser de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, nous, on a mis plein de capteurs pour pouvoir justement capter cette data. À l'inverse de l'institutionnel, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on ne va pas se baser que sur le data qu'on nous provide, en fait. Le data qu'on nous donne, il peut être précis, il peut être imprécis, dépendamment de la méthode de calcul. Donc, sur certains aspects de notre business, qu'on pourra peut-être même montrer après, ou maintenant, si tu veux, ouais, on a dû aller chercher le data nous-mêmes. Donc, en fait, ici, alors là, c'est le démon du live, j'espère que ça va pouvoir marcher. Vas-y, je vais bouger. Si tu veux bien reculer, ouais, zoomer en arrière. Ici, ce qu'on a fait chez Foxtone, c'est qu'on a analysé 2222 communes. Et en prenant du data des sources publiques et en réanalysant nous-mêmes le data. Et donc ici, on a les points que Foxtone souhaiterait acheter. Donc les verts, c'est ceux qui sont bien sûr recherchés par tout le monde. C'est les Genève, les Zurich, bien sûr, où on a un peu de difficulté à acheter parce qu'on ne paye pas le prix des instituts. Nous, on aimerait faire du rendement. Et puis en jaune, vous avez des couloirs. C'est là où nous, on aimerait bien, en fait, là où on aime bien se balader. Et en rouge, c'est les communes dans lesquelles on achète. C'est vraiment, il y a un deal complètement incroyable qui va nous faire vraiment une différence. Donc ça, c'est pour nous aider typiquement à aller chercher un immeuble. On nous donne un immeuble à Multurnen, comme on a eu. Multurnen, on n'a aucune idée où ça se trouve et ce qui se passe là-bas. Mais avec notre modèle, on a été aussi précis que ça. Je crois qu'on a fait un bid à 20 000 francs d'écart de l'évaluation de nos amis CBRE qui ont évalué le bien par la suite. Donc, on arrive, grâce aux data, à faire des choses absolument incroyables. Et puis, peut-être sur le deuxième écran, comme ça c'est fait, puis voilà, on a un deuxième écran. Ah, ça, c'est le tout nouveau système. Ça, il faut que vous voyez ça, c'est assez cool. Là, c'est pour les taux de vacances. Le taux de vacances qu'on nous donne avec le taux de Logstat, c'est un taux qui a souvent un moment de retard, parce que c'est chaque année qu'ils font les évaluations. Et puis la méthode de calcul, elle a été challengée par le SVIT, entre autres. On avait discuté de ça, où ils mettent les PPE vides, en fait. Les appartements à vendre, si je ne me trompe pas, ils calculent aussi comme étant vacants. Donc, nous, on est allé chercher le data sur Internet. On a une quinzaine de sources qu'on va aller scraper, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a un système, une technologie qu'on a développée en interne qui va aller manger ce data, qui va l'agréger, le nettoyer pour pas qu'on ait de doublons, parce que sur plusieurs sites, il y a parfois la même annonce. Là, typiquement, on a un exemple. On est où? On est à Lausanne. Alors, à Lausanne, ici, on nous dit, bah voilà, typiquement, on a 72 pièces et demie. Ça, c'est du live. Ça, c'est ce qui se passe maintenant sur le marché. Enfin, toutes les heures, je crois qu'il va aller chercher le data. Et voilà, on a 76 appartements. Si tu arrives peut-être à taper une ville comme même Fribourg ou peut-être Nyon, mais Nyon. Tu tapes juste là, ouais, ici, ouais, c'est tout nouveau, hein, et ça vient d'arriver aussi. Là. Avant, on avait tout le data, mais c'était analysé avec Excel. Et là, on a réussi à le mettre sous un angle un peu plus intéressant. On va vraiment réussir à aller cruncher ce data et à se rendre compte, typiquement, je suis tombé sur une des vues, voilà, ouais, c'est très très bien. Si on me vend un immeuble avec 3 pièces et demie, avec 50% de vacances, par exemple, je ferai très attention dans cette zone parce que compte tenu de toutes les autres analyses et autres, que c'est bien pricé, que c'est bien propre, etc., il y a beaucoup plus de vacances sur les 3 pièces et demie. Ça, c'est quelque chose qui va être difficile à obtenir si vous n'allez pas chercher vous-même le data sur Internet, en fait, là où on a des data en libre. Merci beaucoup, Dan, c'est très intéressant et je pense que tout le monde rêverait d'avoir ça. Je voulais parler aussi des nouvelles tendances et de comment la data pourrait nous aider à détecter des nouvelles tendances. Je sais que chez SwissRock, vous avez lancé un nouveau fonds industriel et puis en direction des seniors, si je ne me trompe pas. Je voulais savoir, comment vous avez fait, comment la data vous a aidé pour développer cette tendance et pour se dire il faut investir absolument dans ce secteur-là.
Par rapport à ces approches, je dirais, un petit peu plus thématiques ou plus orientées autour justement de biens spécifiques dans le marché, tu faisais référence au fait qu'on a lancé donc un fonds industriel l'année dernière. Aujourd'hui, ou cette année, on se concentre sur le lancement d'un second fonds dédié plutôt justement à l'appartement ou le logement protégé pour seniors ou intergénérationnel en fonction des régions, en fonction des définitions. La data nous est clairement utile je dirais, en niveau asset, lorsqu'on s'intéresse à une potentielle acquisition, lorsqu'on s'oriente aussi vers une potentielle vente. Mais il y a aussi tous les fondamentaux du marché qui sont des données plus compilées, plus macro, qui proviennent de toutes sources, qui sont là pour orienter nos choix. J'entends par là qu'il y a des fondamentaux de marché, qu'on regarde l'avènement de l'e-commerce, le fait que les centres urbains sont potentiellement en train d'être revus, qu'on ait des parcs vétustes dans le secteur industriel, qu'on ait des acteurs dans l'artisanal qui ont toujours détenu leurs biens, mais qui se posent des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de mon outil? J'ai besoin de le moderniser. J'ai pas forcément de mon côté soit les moyens, soit les compétences pour le faire. Ce sont toutes des mécaniques ou des fondamentaux qui, en plus de la data plus granulaire, lorsqu'on va s'orienter ou lorsqu'on va s'intéresser justement à un bien précis, nous orientent aussi dans nos choix. Parce que lorsqu'on veut justement parler d'un fonds, lorsqu'on veut parler d'une vision un petit peu plus lointaine, qui dépasse 1 année, 2 années, 3 années, il faut véritablement s'assurer que les fondamentaux soient sains. Et c'est vraiment ça le point de départ. Et je pense que si les fondamentaux sont sains, il faut pouvoir les expliquer à toute personne. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de très complexe, ce n'est pas forcément quelque chose qui dépend de machines qui sont extrêmement compliquées, mais ce sont simplement le fait de pouvoir challenger des fondamentaux qui sont sains. Et ces fondamentaux-là dépendent forcément de data, dépendent forcément d'humains aussi qui traitent ces données, qui arrivent à les rendre justement digérables, compréhensibles, des acteurs notamment comme CBRE qui, chaque année, sortent des rapports et qui nous orientent notamment dans ces choix-là. Merci. C'est intéressant ce que dit Harrison. En effet, on a une série de rapports qu'on sort. Je dirais que c'est des rapports plus de tendance que vraiment des rapports basés, hormis, attention, il faut que je fasse, hormis nos rapports bureaux qui là sont clairement basés sur de la data, parce qu'on doit calculer chaque trimestre ou dépendamment des villes, chaque semestre, le taux de vacances exact qu'il y a. C'est important pour certains de nos clients qui sont des larges corporates et qui ont envie de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les marchés, mais aussi important pour certains de nos clients propriétaires qui développent des nouveaux immeubles de bureaux ou autres et qui ont besoin de comprendre aujourd'hui, j'ai encore 40 000 m² qui arrivent dans la région de Bâle. Est-ce qu'il y a vraiment du potentiel pour ces 40 000 m² ou est-ce qu'il faut du coup que je change de fusil d'épaule et que je m'oriente plus sur du serviced apartment, du logement senior ou autre. Donc dans ce cadre-là, nos rapports, en effet, il y a un petit peu de data. Et là, du coup, c'est pas juste de l'expérience, c'est pas juste de l'empirique, c'est vraiment de la data comme le décrivait Harrison et Dan. Mais on a aussi une grande partie de nos rapports de recherche et nos collègues du département recherche basent beaucoup leurs efforts sur vraiment cette question, encore une fois, empirique, de compréhension du marché, de tendance, mais aussi d'échanger beaucoup avec nos collègues à l'étranger pour comprendre quelles sont les tendances actuelles dans le marché de l'immobilier, quelles sont aussi les tendances sociales aujourd'hui dans la population et qui ont un impact clair, que ce soit sur le résidentiel, sur le bureau, sur l'hôtellerie, le healthcare. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de changements et de shifts sociaux durant les dernières années, j'ai presque envie de dire parfois les derniers mois. Et dans ce sens-là, c'est encore une fois, ça montre que ce n'est pas juste de la data, mais il y a aussi un petit côté empirique dont on a souvent besoin et qui sert aussi à interpréter même parfois la data. Parce que la data pour de la data, ce n'est pas forcément toujours serviable. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Dan ? Ouais, alors nous, on a quelque chose d'intéressant qu'on a fait justement sur cette data. On a recalibré les notes qu'on nous donnait. Typiquement, on s'est rendu compte que certains de nos data providers mettaient des notes pour les instituts. Donc typiquement, la présence d'un institutionnel dans la région, c'était très important. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se créer de la liquidité entre eux, etc. Nous, on a découvert des zones, il n'y a aucun institut, ils sont superbes pour nous. On n'a plus de compétiteurs, on achète des appartements, c'est tout plein, il n'y a pas de vacances, ça paye très bien et autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. C'est-à-dire que le data, quand Harrison disait il faut le traiter, il faut bien le calibrer aussi. C'est-à-dire il ne faut pas juste le manger, en fait.
Et voilà, donc on a fait des choses un peu différentes des autres pour pouvoir nous positionner. Et puis c'est un peu la sauce de Foxstone, tu vois, c'est d'arriver à prendre ce data et de le remettre en forme en fait. Pour rebondir sur ce point, je pense que c'est aussi très important de bien connaître ses forces. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont plus ou moins dynamiques, il y a des acteurs qui sont plus ou moins institutionnalisés. Et en fonction de ses forces, il faut savoir jouer ses propres cartes. Parce qu'on est tous différents, on a tous différents intérêts, on a potentiellement des responsabilités aussi qui sont différentes. Et en fonction de là où on veut s'aventurer, de là où on veut potentiellement investir, il faut savoir approcher la data aussi de la bonne manière. Donc ton point, je le trouve tout à fait justifié et tout à fait pertinent, c'est de se dire qu'un acteur institutionnel ne va pas forcément voir en terrain, en immeuble ou je ne sais quoi de la même façon qu'en Foxstone, qu'en Swiss Rock ou que qui que ce soit d'autre. Et comprendre sa position dans le marché, c'est quelque chose d'absolument fondamental, parce que si on ne l'a pas bien comprise, la data, elle a une valeur qui est quand même limitée. Parce qu'une fois de plus, la data, elle doit servir à la décision, et si on ne sait pas les bonnes décisions prendre, ou en tout cas prendre les meilleures décisions possibles compte tenu de l'information qui est disponible et en fonction du risque qu'on est prêt à prendre, c'est là que ça se complique. Donc ton point, je le trouve tout à fait pertinent et tout à fait juste. Et puis ça amène aussi le point un petit peu lié aussi à... que tu mentionnais tout à l'heure, vis-à-vis du fait qu'on a parfois des informations qui sont asynchrones, ou une transparence de l'information qui n'est pas toujours la même. Et je pense que là-dessus, il y a aussi tout un sujet énorme sur comment est-ce qu'on interprète justement cette data qui n'est pas forcément la même pour chacun des acteurs. Ouais, tout à fait. Et Dan, donc, tu disais justement c'est important pour Foxstone d'aller à des endroits où ne vont pas les instituts. Donc vous représentez des investisseurs. Comment est-ce que vous allez savoir ce qu'eux veulent? Parce que finalement, les immeubles que vous allez acheter, ça va être des immeubles qui vont leur être destinés. Comment vous allez utiliser toutes ces données pour savoir ce que veulent les investisseurs? Bonne question. En fait, c'est assez intéressant. On n'est pas un fonds. Donc puisqu'on n'est pas un fonds, l'acheteur final, c'est pas Foxstone. L'acheteur final, c'est l'investisseur. Donc nous, on trouve les immeubles, on les analyse, on les sécurise, on fait tout l'underwriting, etc. Par contre, l'acheteur final, c'est l'investisseur. Donc il faut que ça lui plaise à lui. C'est lui qui décide en fait si Foxstone achète ou pas. Donc on a une autre partie de data en fait. On a le data sur les investisseurs. Est-ce que on leur pose des questions de toutes les équipes de David, notre COO, qui envoie des sondages sur notre base de données de plus de 15 000 maintenant investisseurs. On leur demande, avec la façon de faire un peu vraiment très simple, on montre deux immeubles, un peu moyen en termes de rénovation, mais qui donne un bon rendement, un qui est tout neuf, mais qui donne un rendement un peu plus bas. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Juste ils cliquent en fait. Moi je préfère ça, moi je préfère ça. Et puis on se rend compte après avoir acheté plus de 30 immeubles qu'il y a certains points importants que les investisseurs recherchent. Et on recalibre à chaque fois notre guideline quand on reçoit des brokers sur ça. Et puis on a aussi des datas qu'on prend sur eux, sur ces investisseurs, mais aussi un complément. On a repris tous les datas qu'on avait sur le marché et on les a comparés les uns avec les autres. Donc on a fait des matrices. Alors il y a des conclusions très simples qui sont sorties. Une localisation avec une gare va avoir moins de taux de vacances et des loyers un peu plus élevés, chose que tout le monde peut comprendre facilement. Des situations comme les centres-villes où s'il y a un parking dans l'annonce, les prix sont plus élevés. Alors ça c'est assez logique, mais il y a des choses complètement illogiques qu'on a réussi à tirer qui vont être dès à présent, grâce à ce nouveau système, des métriques qu'on va mesurer pour aller justement chercher les meilleurs immeubles dans des zones qui sont du style, tu vas comparer, je sais plus ce qui était sorti là, mais c'est le nombre de pièces par rapport à le prix, je sais plus quoi. Et en fait, c'est un truc que tu n'aurais jamais tiré par toi-même en fait. Et c'est en comparant. On a une équipe entière de data scientists qui travaillent là-dessus, qui ont pris tout le data qu'on a et qui comparent toutes les variables avec toutes les variables et qui nous sortent des corrélations. C'est génial. Donc c'est pas juste s'il y a un Starbucks dans le coin que ça vaut un petit peu plus d'argent, c'est tout. Et toi, Harrison, vous êtes des développeurs immobiliers, donc vous aussi, vous construisez en vue de vendre à des acheteurs. Donc il va falloir construire quelque chose qui vont leur plaire aussi. Donc, comment est-ce que vous allez savoir dans un immeuble si vous allez faire plutôt des 2 pièces et demie, des 3 pièces et demie, la taille des balcons, etc. Comment la data va vous aider là-dessus? C'est une bonne question. Je pense que le point de départ, c'est si on approche justement un projet à son terme, c'est de mettre toutes les personnes autour de la table dès le début.
C'est-à-dire qu'on a tendance à historiquement voir le marché de l'immobilier comme un marché segmenté, avec des étapes qui se suivent de façon séquentielle les unes après les autres. Mais au fur et à mesure de ces dernières années, on a remis un petit peu ce postulat en question. Et puis on a vu que beaucoup d'acteurs, il y en a qui ont bien trouvé du succès là-dedans, d'autres qui se sont plantés un petit peu de manière un petit peu plus drastique, comme des Catera ou autres. Mais on a vu beaucoup d'acteurs qui ont voulu justement prendre la chaîne de bout en bout, donc de la gestion jusqu'à la construction, pour essayer de faire en sorte d'aborder un projet dans sa totalité et de voir comment, en travaillant de façon collaborative, de façon simultanée sur un projet, et en mettant autour de la table les personnes qui vont s'impliquer non pas dans les premières étapes du projet, mais à sa finalité, voir comment, à partir de là, il y a de l'impact positif à éventuellement aller chercher. Et c'est des tendances qui ont été accélérées notamment par des modèles qui sont mis en place, des modèles constructifs. On parle du BIM depuis un certain temps, et puis le BIM, certes, ça prend un certain temps ici à se déployer sur la Suisse, mais ça a tout son avantage de commencer à réfléchir et de visualiser un bien de bout en bout, donc de sa conception jusqu'à son exécution, et puis même au-delà, pour voir comment est-ce qu'on peut réfléchir des modèles dans une logique de gain de temps, dans une logique de gain en évitant des potentielles pertes. On sait que des pertes potentielles sur chantier, typiquement, ça se mesure dans les dizaines, voire les vingtaines de pourcents lorsqu'on calibre mal un projet dès le départ. Donc réfléchir un petit peu toute cette manière-là, et puis de mettre les bonnes personnes autour de la table dès les prémices, c'est parfois un petit peu compliqué, mais c'est ça qui fait toute la force justement d'un modèle qui est un petit peu verticalisé. C'est ce qu'on essaie de défendre de notre côté avec SwissRock, avec une approche justement qui va de bout en bout de la chaîne. Merci beaucoup. Justement, ça fait le lien un petit peu avec le thème que je voulais aborder sur la circulation de la data dans les entreprises, puisque vous avez tous dans vos entreprises de différents services, avec de la data qui va être collectée par certains services et qui vont pouvoir aider les autres services. Donc, comment est-ce que cela s'organise dans les entreprises? Comment la data circule entre le service construction, le service asset management ou le service transaction? Amine, peut-être, si tu peux nous éclairer. Pour nous, je te remercie pour cette question parce que c'est un thème relativement important pour nous, notamment dans le sens où on a plusieurs départements, plusieurs clients, on est beaucoup de personnes et on peut vite se retrouver dans des situations qui peuvent être conflictuelles. Donc, la data est traitée à l'échelle de chaque département. Elle est malheureusement, hormis notre CRM pour garder un petit peu la traçabilité des différents clients, mais en termes de data, chaque département a son propre petit dossier, si je peux me permettre, et on n'a pas de data agrégée sur l'ensemble de l'entreprise, malheureusement. Ensuite, certains départements peuvent avoir accès à l'information d'autres départements, mais le contraire n'est pas possible. Je donne l'exemple du département transactionnel et le département expertise. On peut très bien en tant qu'expert, aller voir une personne de l'équipe transactionnelle pour dire voilà, je dois évaluer un immeuble industriel vacant à Châtel-Saint-Denis. À ton avis, quel est le yield? Par contre, de l'autre côté, on ne peut pas dire est-ce que tu as évalué tel bâtiment de bureau situé 5 rue de Lausanne parce que je vais bientôt le pitcher pour le vendre. Ça, c'est pas possible, bien évidemment. Donc, ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Et ça, c'est des sujets qui sont très importants pour nous. On est une société listée en bourse, assez institutionnalisée. On ne peut pas malheureusement s'amuser à avoir de la data qui fly all over the place, si je peux me permettre. Donc ça, c'est un sujet important. Alors peut-être côté Foxstone, nous, alors le data, on a dès la création de l'entreprise et la création des systèmes de notre technologie, en fait, on a insisté sur le fait qu'il faut tout mesurer. On a un co-founder, Michael Layani, qui est avec nous, qui lui a déjà une success story claire et nette, qui nous a conseillé vraiment de tout mesurer. Tout ce qui est mesurable, il faut le mesurer. Donc on a plein de points en fait de mesure. Et cette data, en fait, on la partage. On a eu un moment où ça n'a pas partagé pour des raisons simplement de process. On n'a pas mis en place les process, ça ne s'est pas fait tout seul. Et du coup, on avait par exemple des gars à l'acquisition qui cherchent les immeubles, qui dit « Ah, on a trouvé du Genève, on a trouvé du Lausanne, etc. » Et puis les gars au sales qui disaient « Ouais, les gars, nous ça ne va pas se vendre à 3% de rendement, il n'y a personne qui va le prendre. » quoi. Et puis alors, on a dû asseoir tout le monde, échanger ce data
et faire circuler. C'est très très important que tout le monde soit au courant du data. Donc maintenant, voilà, on est en train d'installer les fameux écrans qui ont mis un moment à arriver. On a des écrans au bureau où tous les employés et les collaborateurs de Foxstone, quand ils rentrent, ils savent où on en est dans une offre. Est-ce que ça s'est vendu vite, pas vite? Parce qu'il faut que ce data transpire dans tous les départements de la compagnie pour avoir une transparence et une vision commune. Parfait, merci. Alors, je crois qu'on est bien avancé déjà. Là, on va finir avec un dernier thème qui est plutôt sur l'avenir de la donnée. On sait que voilà, l'avenir de la donnée dans l'investissement immobilier. Voilà, depuis les dernières années, ça a fait beaucoup évoluer le marché immobilier. Quelles innovations majeures vous voyez pour l'immobilier sur les prochaines années? Qui veut se lancer? Je me lance comme je peux. Je dirais, si j'ai un regard un peu critique, encore une fois, sur la question, et je m'excuse, je suis peut-être un peu trop sur le terrain, je reviens toujours à cette question d'expérience et le côté empirique des choses. Je vois ce qu'on fait au sein de ces BRE, notamment auprès de nos collègues américains, qui sont souvent avancés sur ces questions technologiques, data. On a investi dans pas mal de startups aux États-Unis sur le thème justement de la data. Aujourd'hui, malheureusement, pour l'ensemble de la société, ça ne se reflète pas de manière pragmatique, concrète, dans notre day-to-day, j'ai envie de dire. Néanmoins, il y a encore énormément d'investissements qui est fait dans la société, que ce soit d'ailleurs en Suisse ou à l'étranger, pour essayer de rendre cette data beaucoup plus accessible, transparente, et oui, en effet, un outil de décision. Mais juste pour comparer par rapport à la réalité du terrain, encore une fois, un broker qui vend un immeuble ou qui commercialise des surfaces de bureaux, bien évidemment qui jette un coup d'œil à ce qui se passe, pour donner l'exemple de la Suisse, chez ses confrères, sur Homegate, sur l'Office de la statistique ou autre. Mais en réalité, souvent, ce qui aide le plus, aujourd'hui encore, c'est vraiment l'expérience du terrain. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on note de plus. Maintenant, pour pas juste donner des petites claques à la data, parce que c'est quand même un outil important de décision, comme on disait. Je pense que c'est aussi le secteur public qui va aider le secteur immobilier, puisque c'est l'exemple qu'on donne, à rendre un petit peu la data plus accessible au grand nombre. Et une fois qu'elle sera plus accessible au grand nombre, là, on pourra innover, on pourra penser à des outils qu'on voit déjà bien évidemment, des cartographies, des agrégateurs de données, qui restent un tout petit peu théoriques, mais c'est le début, j'ai envie de dire, de quelque chose qui va être beaucoup plus innovant, qui va être beaucoup plus facile à utiliser dans le futur, une fois qu'il y a encore davantage de data qui est disponible. Alors nous, de notre côté, c'est plutôt... on va développer beaucoup plus ce côté data. On est en train de finaliser une levée de fonds dont les premiers sous seront utilisés pour agrandir, je veux dire, l'équipe tech, l'équipe de Yossi, notre CTO, qui va définitivement prendre son envol là parce qu'ils étaient un peu restreints. Et on va pouvoir développer toutes sortes de modèles, de capteurs de data, pour pouvoir vraiment avoir un coup d'avance sur les compétiteurs qui sont plus en cash que nous, qui vont plus vite sur certains points, sauf que nous, et c'est pour ça qu'on s'appelle Foxstone. Nous, c'était un peu l'idée de dire le fox, c'est le renard de la forêt, tu vois, qui va arriver à se faufiler. Il y a avec des gros éléphants comme les fonds de pension, il faut qu'on arrive à trouver notre chemin. Au niveau de l'évolution du data, je dirais, moi je serais très heureux que Harrison un jour nous vende un immeuble avec tout le data du BIM et qu'on puisse, quand on fait l'achat d'un immeuble, se dire, voilà le data qui a été mis sur la blockchain, donc c'est validé, ça bouge plus. Donc c'était des fenêtres comme ça, des WC comme ça, des parquets de ce type-là, chacun avec son
son calibrage pour les rénovations. Donc ce parquet va durer 10 ans, ce mur, cette peinture, elle va durer 5 ans. Donc en fait, tu vas me donner ton immeuble, nous on va regarder ça. Je vais te le vendre plutôt, je crois. Ouais, tu vas me le vendre. Nous on va plugger ça, il va nous sortir exactement où est-ce qu'il en est en termes de vétusté. Ça serait génial. Maintenant, pour valider ça, je demanderai à un oracle qui est validé par tout le monde, en fait, typiquement CBRE qui vient. Nous, on est allé sur place, on a quand même validé que effectivement ça a été fait comme ça, ça a été fait comme ça. Donc tu as le data, tu as l'oracle, un peu c'est comme ça, c'est le blockchain, il marche comme ça. L'oracle qui dit, en fait, nous on est allé sur place et effectivement on confirme ce point-là. Et ça serait incroyable, Les décisions d'investissement iraient tellement plus vite. Pour te poser une question un petit peu dans ce sens-là, vous travaillez sur la tokenisation depuis un certain temps. Ça avance comment chez vous, ça se passe bien? Parce que c'est un petit peu une première approche ou une première logique. Vous avez testé les modèles justement de crowdfunding dans un premier temps. La tokenisation, c'est pour moi un petit peu la next step qui s'oriente toujours dans cette direction, dans une logique de complètement redéfinir à terme la relation que peut avoir une personne comme nous tous, avec son bien immobilier, que ce soit son bureau, que ce soit son chez-soi ou je ne sais quoi, et vice-versa. Et je pense que cette interaction-là, pour revenir sur ce que disait Amine, ça va demander non pas des efforts juste du secteur privé ou du secteur commercial, mais vraiment des efforts qui seront entrepris par les gouvernements, par ceux qui vont se poser les bonnes questions par rapport à la sécurisation de cette data, par rapport à la transmission de cette data, par rapport à où est-ce qu'on la store, qui la valide, qui, comment, quoi. C'est des grosses thématiques, mais je pense qu'en premier pas, justement, dans cette direction, c'est potentiellement la tokenisation. Comment ça se passe chez vous? Alors, c'est un peu le sujet qu'on a traité hier dans le main panel hier, pour ceux qui ont la chance d'être là. La tokenisation, ça avance très fort. On est quasi prêt. On est presque en avance sur les autres service providers qui doivent faire partie de cet écosystème. Il y a beaucoup de travail légal à nettoyer. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est tout bon. Il y a beaucoup de travail fiscal. Parce que quand tu échanges des parts, si tu en échanges un peu trop, des fois tu peux être requalifié comme de l'immobilier, c'est des parts de SA immobilier, n'est-ce pas, de SI. Alors oui, si tu échanges, je te vends 50% de la compagnie, le tax authority va venir, il va dire mais vous avez vendu l'immeuble, quoi. Donc il te taxe en gain immobilier. Mais si Harrison et toi, vous échangez pendant toute la journée 5000 fois 1 franc, je ne sais pas comment ils vont faire, les taxes autorités. On s'est assis avec eux pour discuter de ça. Je crois qu'eux, on se pose des questions là autour aussi. Ils se posent les mêmes questions, ils ont les cheveux qui se sont hérissés quand on est arrivé. Bon, on a trouvé un système. L'autorité fédérale nous a confirmé que c'est tout bon. Donc voilà, ça on avance. Et on espère mettre en place la technologie très rapidement. Je ne donnerai pas de date parce qu'à chaque fois qu'on donne une date, on se plante, tu vois. mais très rapidement, pour pouvoir en fait tokeniser, ça veut dire qu'on va pouvoir échanger les parts. Donc, on a quelqu'un qui va vouloir vendre son immeuble. Il va faire l'IPO de son immeuble. Il va aller voir Amine, pas pour aller faire un tour de table, mais pour aller faire le roadshow, en fait. Il va faire l'IPO de son immeuble. Il va faire une émission en fait de tokens. Et par exemple, à travers notre plateforme, les gens vont pouvoir souscrire à l'émission de cet immeuble. C'est pas d'un fonds, c'est pas d'un portefeuille, c'est un immeuble. Et puis il se dit, tiens, moi j'ai besoin de liquidité, mon immeuble vaut 20 millions, il y a 10 millions de dettes, donc il y a 10 millions de fonds propres que je pourrais toucher. Soit je le vends 10 millions, mais c'est un peu dommage, soit je liquéfie 2 millions et je fais l'IPO, je fais flotter, comme on dit dans le langage, je vais faire flotter 2 millions de parts de cet immeuble. Donc ça donne des perspectives absolument incroyables. Et le futur est juste super intéressant. On va sauter dedans très rapidement. Trop cool. Top, merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on arrive au bout. On va pouvoir prendre quelques questions. Il nous reste 5 minutes. Donc on va faire circuler des micros. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Il faut un premier qui se lance. Voilà. Merci à vous trois, vous quatre, pour votre intervention toujours très intéressante. Je trouvais intéressant ce que vous disiez sur l'immédiateté de la data et des données. Vous et nous qui sommes au service des clients, des gros propriétaires, on se rend compte que justement, on a des fois des décalages entre l'information qu'on nous donne à manger, qu'on doit traiter pour être réactif par rapport à ces propriétaires. Ça me fait un peu penser quand on met une destination sur la navigation, on sait qu'on veut aller là-bas. Mais si on n'avait pas un tableau de bord avec la température d'huile, on doit savoir où ça chauffe très vite pour pouvoir corriger.
Et ça, je trouve que c'est quelque chose que c'est pas encore assez bien ancré dans les prestataires, dans les agrégateurs, de nous donner cette immédiateté. En fait, on sait que la chaîne est longue parce qu'elle est la base des logiciels métiers qui doivent remonter ici l'information rapidement, mais est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui va justement prendre cette tendance de cette immédiateté d'information? Merci pour ta question, Agnew. Alors, chez M3, effectivement, vous avez énormément de data. Nous, on a parlé avec beaucoup de régies. Les régies n'étaient pas encore équipées technologiquement pour nous donner ce data. Donc, on travaillait avec Nef, Comptoir Immobilier, avec les régies en Suisse alémanique, Privera aussi. Ce data, ils l'ont, mais ils ont des difficultés à l'extrême. Ça va arriver. Maintenant, nous, notre position, c'est que le data, c'est une réflexion qu'on a, hein, mais il doit être public, on pense. Moi, j'ai vécu 4 ans à New York. Quand on faisait de l'immobilier à New York, c'était une autre dimension. C'est un univers complètement différent. Tu cliques sur un immeuble ou un appartement, plutôt, tu cliques sur un appartement online, il te donne le prix, l'évolution du prix sur les 10 dernières années. Parce que cette data-là, elle est publique. Il y a encore plein d'autres trucs, les loyers, les augmentations, les problèmes. Enfin, c'est vraiment c'est une disruption totale qu'on fait en fait. Mais là, comme tu as dit, je crois qui c'est qui avait dit ça, Amine, je crois, où l'État il a participé. C'est-à-dire que le broker il doit avoir une licence. Le broker a une licence parce que s'il fait des bêtises en rentrant sur le MLS, le système américain, s'il rentre des bêtises, on lui enlève sa licence, il ne peut plus vendre d'appartement. Donc ils font très attention, les mètres carrés sont bien rentrés, et du coup on a une data absolument, c'est terrible. Et donc on va sur le site, j'en donne un au hasard, Zillow.com, et là tu dis, je veux voir Upper East Side à Manhattan, comment ça s'est passé les prix, il agrège, et là il te donne le truc, c'est dingue. Donc nous on n'a pas ça en Suisse, on a vraiment un problème de transparence, ce qui est évident. Il y a un petit malin qui avait essayé de faire le registre foncier, il avait fait copy-paste. Non, alors Popetit c'est plus tard, mais avant il y a un gars qui a pris tout le registre foncier, puis il l'a mis online. Chose qu'on a souhaité faire pendant longtemps, sauf que les autorités nous ont dit non, c'est protection du data. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on puisse taper le nom de quelqu'un et voir tous ses immeubles. Voilà. Alors, c'était à Genève. Donc, mais il y a un gars qui l'a fait, paf, il a mis ça en live, ils l'ont arrêté au bout d'un moment, mais c'était excellent. On voyait vraiment l'évolution des prix. C'est très important. Je pense que le data va aider tout le monde. Ça va enlever énormément d'inefficience et ça va donner de la précision. C'est très important. Donc, nous, notre data, on est en pleine réflexion. Est-ce que ce système qu'on vient de pondre, là, qui est vraiment sympa, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en fait online aussi? C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller voir, j'ai tapé la chaux de fond avant, là, c'est ça, la chaux de fond, et tu as un pic vraiment incroyable sur les 3 pièces, vides. Il y en a 250, quand tu as 300 appartes vides à la chaux de fond, tu as 253 pièces. C'est une data très importante, ça, pour quand tu veux faire un investissement. Donc je pense que nous, on se dirige vers la liberté de ce data. Question. Le micro arrive. Alors en fait, moi ma question spécifique c'est pour un investisseur qui cherche à investir à travers votre plateforme, donc comment ça s'appelle? Foxstone, voilà. Alors en fait, quels sont les moyens d'investir directement de l'argent normal? Donc il faut le tokeniser, le mettre sous forme d'Ethereum pour pouvoir acheter des tokens spécifiques par chaque immeuble. Si c'est bien ça ou... Alors là, c'est pas encore le cas. On est en train de faire ça. Ah, vous êtes encore en train de le faire, d'accord. Là, aujourd'hui, on achète une part en direct. Ok. Mais demain, ça sera à travers les tokens. Donc oui, effectivement, tu pourras acheter en fait Non, tu viendras avec du cash. Tu donneras ça à ta banque. La banque, elle aura accès au système qui achètera le token. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc pour l'instant, il y a un problème au niveau de la régulation pour permettre aux gens en fait d'acheter directement en tokenisé. Donc d'acheter par exemple des tokens qui représentent l'action de l'immeuble et l'acheter sur la blockchain, donc à travers un market maker. C'est pas un problème de régulation, la régulation est passée, ça c'est bon. Okay. C'est juste que l'écosystème doit se mettre en place. D'accord. Donc il n'y a pas encore de brokers qui te permettent d'acheter nos tokens. Ça va arriver bientôt. Mais pourquoi vous ne créez pas une pool de liquidité directement à travers votre plateforme? Parce que si on crée le pool de liquidité, on a besoin d'une licence spéciale d'échange des valeurs mobilières. D'accord. Voilà. Ok.
Par contre, si vous voulez acheter un immeuble au travers de ces BRE, vous ramenez du cash, Ah, bah retronchez voilà. le notaire. Et Eh c'est bah, très merci. simple. Ok. Et aussi, dernière petite question. Et chez désolé. Suisse Rock, on vous le construit même. Hein. Alors, ma deuxième question, c'est actuellement toute la data qui est disponible à travers votre plateforme, est-ce qu'elle est visitable par le grand public? Donc tout le monde pourrait visiter la heatmap que vous avez mis en place, par exemple, pour savoir quelles sont les zones géographiques qui sont les meilleures à investir ou les autres qui sont un peu voilà, moins bonnes. Ouais, alors c'est justement ce que je disais, c'est cette réflexion qu'on a pour publier ce data. Est-ce qu'on va le publier ou pas? Je pense que Ok. oui. Donc on va pouvoir se connecter. Au début, on avait même voulu créer un évaluateur d'immeubles, pas d'appartements. Ok, Mais ouais, c'était un peu trop grossier. On préfère laisser ça aux pros, en fait, d'accord. qui eux donnent les vraies valeurs, enfin très très précises, parce qu'ils ont beaucoup de data sur la transaction. Ces BRE, c'est les plus Ok. précis. Voilà, c'est les plus précis. Non, mais c'est vrai. Là, on a reçu des évaluations. Il y avait des plus ou moins 30% d'écart. Ah ouais. Et à chaque fois quand on achète l'immeuble, en fait, on est quasi sur le prix de ces BRE. Donc voilà, c'est pour ça qu'on reste avec eux. Et à part le fait qu'ils sont super sympas et nos voisins. Oui, on va pouvoir publier ce data pour que les gens puissent en fait se rendre compte aussi des zones. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on a très bien vu l'essor avec Internet, que les gens, en fait, ils cherchent à investir aussi dans du revenu locatif à titre personnel. Donc, avoir accès à de la data pareille, ça pourrait justement leur permettre d'investir bien plus intelligemment et surtout éviter de perdre de l'argent, bien sûr. Un bon ambassadeur à Foxton. T'as pas un t-shirt qui traîne là? On va lui en trouver un. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au bout. Merci beaucoup à tous les Merci. trois. Et merci à vous d'avoir assisté à la conférence.